relation de coopération Burkina-Taïwan compte déjà 20 ans. Les 2 décennies ont vu la consolidation du lien. En visite au Faso, le président taïwanais est venu faire le point avec le président du Faso. Objectif 2015 pour les formations politiques du Faso, parti au pouvoir comme de l'opposition, appelle à la mobilisation en vue de l'échéance. Et puis, rapprochement de la télévision du téléspectateur. Voilà déjà 1 an que la RTB2 pour le centre a ouvert ses portes. 12 mois après, nous sommes allés voir le fonctionnement. Dossier à suivre. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Le Burkina Faso et la République de Chine, Taïwan vont bientôt souffler la 20e bougie de leur coopération. Durant les 2 décennies, la relation aura vu la consolidation des liens dans tous les domaines clés de la coopération. Arrivé hier dans la soirée à Ouagadougou, le président taïwanais Ma Ying-jeou est venu revisiter les pans clés de cette coopération avec son homologue Blaise Compaoré. Les précisions avec Simon Gongo. Je suis très heureuse de retrouver Monsieur le Président Compaoré. Quelques mots en français pour dire sa joie d'être au Burkina. Le président Ma a juste quelques heures de séjour au Burkina, mais suffisant pour faire le bilan de la coopération entre la République de Chine et le Burkina Faso. Le 2 février prochain, les 2 pays auront 20 ans de coopération. À 2, et face aux journalistes, ils ont cité la santé, l'agriculture, la formation professionnelle comme domaines qui en ont profité. Mais c'est dans cet échange de tous que chaque partie fait son bilan. Le rapprochement continu des 2 peuples burkinabés et taïwanais s'appuie sur un socle solide, celui de l'amitié vraie, du respect mutuel et de la solidarité agissante, exprimée à travers des projets de coopération inspirés d'une volonté commune de promouvoir le bien-être et la prospérité des populations en termes de bonne santé, d'accès aux connaissances scientifiques et technologiques, d'amélioration des performances professionnelles, de maîtrise de l'eau, de croissance des secteurs de l'agriculture et des infrastructures et enfin de préservation des équilibres écologiques. Pour la partie burkinabé, c'est l'appui au rayonnement international de Taïwan qui compte. Et là aussi, la voix de la République de Chine porte. De 1994 à nos jours, le pays a été reconnu par plusieurs organisations internationales. Excellence, je relève avec satisfaction que les actions soutenues et légitimes déployées par le gouvernement et le peuple taïwanais en vue d'une plus grande intervention dans votre pays sont progressivement couronnées de succès. Il en est ainsi de l'entrée effective de la République de Chine, Taïwan dans l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation de l'aviation civile internationale. Pour le président de la République de Chine, parmi les pays africains qui échangent avec Taïwan, le Burkina est le plus important. La similitude entre les 2 pays les condamne à rester ensemble, dit-il. D'après un sondage effectué par l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou, à l'égard de l'assistance extérieure apportée par les pays étrangers, la République de Chine se classe en tête avec un taux de satisfaction de 91,45%, suivi en 2e position par les États-Unis. La République de Chine et le Burkina Faso ont beaucoup en commun. Pays dépourvu de ressources naturelles, mais doté d'une population diligente et consciencieuse. Je suis pleinement confiant quant à l'avenir du Burkina Faso et tout à fait disposé à faire partager au Burkina Faso notre expérience de développement. Dans les jours à venir, les 2 pays vont se retrouver pour décliner un programme commun de développement. Mais ce soir, c'est autour d'un verre que Burkinabés et Taïwanais ont trinqué, à l'honneur de l'amitié et la coopération entre les 2 pays. Le temps de la mise au point sur ces pans importants de la coopération et d'envisager le futur, le président taïwanais a repris son vol, comme vous allez le voir tout à l'heure à l'écran. Voilà donc le président taïwanais qui est en train d'être accompagné jusqu'à son avion à l'aéroport international de Ouagadougou donc. Voilà, le président taïwanais et sa délégation, comme vous l'avez vu, ont été raccompagnés au pied de l'avion par le chef du gouvernement et une forte délégation de ministres.
Des membres du bureau exécutif national du CDP à la rencontre des militants du Bazega réunis à Kombisiri, le chef-lieu. Il est question de faire le point sur la situation sociopolitique au plan national et aussi requérir la confirmation de l'engagement, de l'adhésion des militants aux idéaux du parti au pouvoir. La rencontre a vu aussi l'installation des nouveaux membres du bureau de la section provinciale. Le reportage de Bouma Ernest Nibier. Cette rencontre a permis à la délégation du secrétariat exécutif national du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP d'échanger avec les militants de Bazega autour de l'actualité politique au Burkina. Une actualité marquée surtout par les démissions des membres du CDP le 4 janvier 2014. Compte tenu de la personnalité et des responsabilités qu'occupaient les personnes qui ont démissionné, c'est important quand même que nous puissions partager avec nos camarades pour que nous puissions rester soudés. Puisque c'est les mêmes personnes qui ont conduit le parti, c'est eux qui ont participé aux prises de décision, qui ont signé les résolutions, qui nous ont dirigés. Aujourd'hui, ils ne sont plus avec nous, mais il faut que nous stabilisons notre base quand même pour montrer que le CDP continue, le CDP n'a pas changé. À l'issue des échanges, les militants ont réaffirmé leur adhésion au parti. Je pense que ce que nous avons vu ce matin, c'est véritablement une forte mobilisation. Vous avez vu que les femmes ont intervenu, les anciens ont intervenu, les chefs coutumiers ont intervenu, les jeunes ont intervenu, les marchés EIA, les secteurs structurés et je pense que et le secteur informel. Et je pense que l'ensemble de ces messages ont convergé vers une chose, la réaffirmation de l'appartenance au CDP, la réaffirmation du soutien aux actions de paix, de solidarité et de développement du président Blaise Compaoré. La création le samedi dernier du parti des démissionnaires dénommé Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP s'est invité dans les échanges. Un parti que le chef de la délégation a qualifié d'une émanation du CDP. La rencontre s'est terminée par l'installation du nouveau bureau de la section provinciale du CDP du Bazega ainsi que ceux des sous-sections. Jean-Léonard Compaoré a exhorté les membres des différents bureaux ainsi que l'ensemble des militants du Bazega à rester sereins et à porter haut le flambeau du CDP. La tournée de renouvellement touche aussi la section provinciale du Houé. Dans cette localité, comme partout ailleurs, le mot d'ordre reste le même. Expliquer aux militants la situation qui prévaut au plan sociopolitique et inviter les inconditionnels du parti à rester fidèles aux idéaux. Les précisions sur la rencontre avec Ahadi Sandamba. En se rendant à Faramana, les responsables de la section provinciale du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP Houé disent venir accomplir leur devoir de leader politique d'une part et tenir leur engagement vis-à-vis des militants d'autre part. Il s'est agi pour Salia Sanou et ses camarades de faire comprendre aux populations la situation qui prévaut au sein du parti majoritaire et de les remercier pour leur soutien lors des élections couplées de décembre 2012. Et tout comme ici, ce sont des militants toujours déterminés pour la cause du parti qui ont accueilli la délégation de la section provinciale du CDP Houé à travers les communes rurales de Faux, de Koundoubi, de Satiri et de Léna. Sillonner, disons, tous nos départements, et vous savez, la province compte au moins 12 départements. Donc, de sillonner tous ces départements pour donner l'information à nos militants, à savoir donc la démission de nos anciens premiers responsables du parti, et aussi profiter, aussi savoir quels sont maintenant que nos militants rencontrent dans le département. Également aussi nous acquérir de ce qu'ils ont appris depuis ces événements. Une tournée au cours de laquelle les responsables du CDP Houé ont invité leurs militants à rester mobilisés derrière le président Blaise Compaoré. Tour à tour, les représentants des différentes couches sociales ont pris la parole pour témoigner leur détermination à défendre les idéaux du parti. Et pour le chef de la délégation, la mission est accomplie. Nos militants ne sont même plus remontés que nous. Nous sommes très bien compris. Et surtout, ils sont tous soudés derrière le président Blaise Compaoré, compte tenu de tout ce qu'il fait et de tout ce qu'il est en train de faire, surtout pour la paix, non seulement dans notre pays, la paix dans la sous-région et les projets de développement que nous avons partout où nous avons passé. Dans tous les départements, ce que nous avons vu, il y a des écoles en construction, il y a donc des CSPS en construction, il y a l'électrification, il y a également des additions, il y en a qui ont des châteaux, il y en a qui ont des forages. Nous voyons que le développement est en train de se poursuivre normalement et je pense que nous, il n'y a pas d'inquiétude.
Actualité oblige, la naissance du Front républicain a aussi nourri les échanges au cours de cette tournée. Et pour Salih Hassanou, ce front est un signe de soutien à Blaise Compaoré dans la mise en œuvre de son programme « Construire ensemble un Burkina émergent ». Dans la région des Cascades, c'est les militants et sympathisants de la FEDAP-BC qui ont donné de la voix. La Fédération associative pour la paix et le progrès avec Blaise Compaoré est venue renouveler son soutien au président du Faso, misant sur les acquis actuels de sa présidence. Les militants appellent à une autre candidature de l'actuel président à l'issue de 2015. Le reportage de Christine Koulibaly. Plus les jours s'égrènent vers l'échéance de 2015, plus les inconditionnels du président Blaise Compaoré traduisent leur détermination à offrir à leur candidat un autre mandat. Ici à Banfora, militants et sympathisants de la FEDABC, Fédération associative pour la paix et le progrès avec Blaise Compaoré, sont venus des 8 communes de la région lui renouveler leur confiance et soutien. Soutien qui se justifie par les acquis engrangés tant au plan national qu'international selon les représentants des différentes couches sociales qui se sont succédés au parloir. On soutient un mandat pour le président Blaise Compaoré parce qu'on a vu que c'est un homme de parole, c'est quelqu'un qui lutte beaucoup pour la paix et quelqu'un aussi qui lutte beaucoup pour le développement de son pays. Il n'est pas irremplaçable, personne n'est irremplaçable. Nous soutenons le président Compaoré parce que depuis le début de ses mandats au Burkina, à la tête du Burkina, jusqu'à maintenant, il a fait accomplir dans notre pays des progrès importants. Et nous pensons qu'il peut être encore utile au service du peuple burkinabé. Aucune disposition ne devrait freiner ce élan selon eux, fut-il l'article 37 dont ils souhaitent d'ailleurs la modification. Cette tribune fut également le lieu pour répondre à certains reproches faits à la FEDABC aussi bien par l'opposition politique que par les démissionnaires du parti majoritaire. La FEDABC n'a pas favorisé le parti, le CDP du moins. Elle a les mêmes objectifs que le CDP. Peut-être qu'ils sont parallèles. Mais je ne vois pas, et c'est là que je retourne à ceux qui ont démissionné, en quoi ça pose problème que des membres de la FEDABC soient en même temps membres du CDP, dès lors qu'ils poursuivent les mêmes objectifs. Le premier, c'est justement ces critiques qui sont faites à la FEDABC, de n'avoir pas le droit, tout simplement, de se mêler de politique, de traiter de questions politiques, de parler de l'article 37. La FEDABC est bel et bien dans son bon droit d'exprimer son opinion, qu'elle est favorable à la révision de l'article 37. Et face au tumulte de la vie politique nationale, les responsables régionaux et nationaux de la FEDABC ont appelé leurs militants et sympathisants à rester confiants, mobilisés et déterminés pour faire prévaloir les mots d'ordre de la fédération tout en respectant les lois de la République. Dans le parti de la Renaissance nationale aussi, l'on se mobilise pour l'échéance 2015. C'est à Bobo du Lasso, dans les Hauts-Bassins, que le parent a réuni ses militants et responsables du parti venus des autres régions du pays. Information principale de cette rencontre. Désormais, c'est Tahirou Bari qui va conduire le parti à la présidentielle de 2015. Les précisions de Moumouni Baro. Ils sont tous là à Bobo du Lasso. Eux, ce sont les cadres du parti de la Renaissance nationale. Il s'agit là d'un congrès extraordinaire du parti pour le renforcement de la capacité des militants et pour redynamiser également la stratégie des différentes structures mises en place pour la conquête du pouvoir. À cet effet, une nouvelle équipe a été installée à la tête de la direction exécutive du parti. Et voilà Tahirou Bari qui vient d'être intronisé officiellement à la tête de ce parti par le fondateur Laurent Gbagbo. Tour à tour, les anciens, les femmes, les jeunes et bien sûr les présidents ont renouvelé leur engagement à soutenir le parti pour les batailles à venir. Cette mission à la fois noble et lourde doit m'engager à exprimer votre conviction, votre volonté, vos attentes. À cette sollicitation, je n'ai pas le droit ni de me dérober, ni d'hésiter. À cet effet, je publierai dans quelques mois le contrat que nous proposerons au peuple. Celui qui appliquera les valeurs cardinales de notre nation et restaurera la confiance et l'ordre dans tous les ordres de notre société. Notre projet
c'est la société solidaire du un pour tous et tous pour un. Pour atteindre cette société de solidarité, le PARA a non seulement un programme de gouvernement clair, cohérent, crédible, les 3 C, mais encore quantifiable, mesurable et contrôlable. Nous préciserons pour chaque réforme, chaque action, chaque projet, son coût et ses modalités de financement. Le Parti de la Renaissance nationale n'a pas occulté les faits majeurs de l'actualité nationale et la modification de l'article 37 et l'instauration du Sénat ont fait l'objet de débats. Modifier l'article 37 de notre Constitution après tant d'années de pouvoir solidaire et de république continue serait une provocation de trop. Si la clause limitative du mandat est brisée, c'est le rêve de l'alternance qui sera ainsi brisé. Pour des questions stratégiques, le président du PARA est prêt à renoncer à sa candidature si l'opposition s'entend sur un projet alternatif crédible et réaliste avec un candidat unique pour défendre ses convictions au cours des élections présidentielles. Autre point de l'actualité, la cuisine comme ciment de la cohésion sociale au Faso. C'est l'une des ambitions de la Semaine nationale des arts culinaires. Débutée hier, la semaine se déroule jusqu'au 2 février prochain à Ouagadougou. Tribune de promotion, la semaine vise à offrir un cadre d'échange et de partage d'expériences dans le domaine de la transformation. Marguerite Douaniou. Des œufs de maïs, au goré surprise. En passant par le lait d'arachide, les femmes burkinabées ne se fixent plus aucune limite dans la transformation et la cuisine des produits locaux. Et la Semaine nationale des arts culinaires depuis 3 ans offre une tribune pour l'expression de ce savoir-faire. C'était la première fois que je voyais des fleurs de nénuphar faites en couscous. Et pour moi, c'était vraiment une nouveauté et vraiment, ça vaut la peine de venir visiter parce qu'on a quand même beaucoup de produits qu'on nous présente de notre terroir. De l'autonomisation des femmes et de la valorisation des produits de l'agriculture, c'est de cela dont il est question ici. La pertinence de la CENAC est donc plus qu'une évidence et ce n'est pas la ministre de la promotion de la femme et du genre qui dira le contraire. Nous avons réuni cette année les producteurs, les transformateurs et les consommateurs. Et ceux qui sont dans le domaine de la production, en voyant les consommateurs choisir ce qui leur plaît, ils peuvent savoir qu'est-ce qu'il faut cultiver pour ne pas cultiver des produits qui ne seront pas consommés. Et comme nous voulons promouvoir la consommation des produits locaux, donc il faut vraiment, cette exposition par exemple est une opportunité de rencontre pour que les gens puissent nouer des contacts pour des partenariats futurs. Et l'art culinaire qui participe à la création d'emplois. Les organisateurs de la CENAC 2014 veulent y croire, mais les partenaires, eux, en sont convaincus. La lutte contre la pauvreté commence avec la valorisation de ce que nous avons. Et c'est vraiment une bonne expérience que je ne n'oublierai jamais. La CENAC se tient du 25 janvier au 2 février 2014 à la Maison de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané à Ouagadougou. Rapprochement de la télé du téléspectateur, voilà déjà 1 an que la RTB2 pour le centre a ouvert ses portes. C'était précisément le 20 janvier 2013. Après 12 mois de fonctionnement, nous avons voulu en savoir plus sur les avancées et aussi sur ce qui a moins bien marché. Dans l'ensemble, les responsables se disent satisfaits. Les précisions dans ce dossier de Maxime Zongo. Logée dans l'enceinte de l'ex-radio rurale, la RTB2 Centre a été officiellement lancée le 20 janvier 2013. C'était à l'occasion de la 7e rentrée RTB. Elle s'inscrit dans la chaîne de proximité que la radiodiffusion et télévision du Burkina est en train de déployer à travers le pays. Oui, moi je ne connais pas. Ah, RTB2 Centre, non, on va commencer à suivre ça. J'en ai entendu parler, mais je ne suis pas. Ce qui m'a marqué, que très souvent on fait des contes là-bas. Souvent on raconte surtout les choses traditionnelles là. Voilà, on parle de ça à tout moment là-bas et puis ça m'intéresse beaucoup. C'est un bon télé puisque grâce à ça on arrive à suivre la coutume. Née de la volonté d'être plus proche de la population en majorité analphabète, cette chaîne de proximité déroule un programme essentiellement en langue nationale. Nous avons comme mission première de réaliser nos émissions à 80% en langue. Et au niveau de la région du centre, nous avons retenu les 3 langues que sont
le Mori, le Djoula et le Fulfulde. Bien sûr, à côté de ces trois langues, vous avez le français qui constitue 20% de notre programme. Deux entités composent la RTB2 Centre, une radio qui n'est autre que l'ancienne CAC+, sur la bande FM, la 96.6 ou la 90.3, et le volet télévision que les téléspectateurs peuvent capter en bande UHF, canal 29, 535.25 MHz. Et c'est ce dernier qui a soufflé sa première bougie le 20 janvier dernier. Le bilan dans le fonctionnement de la RTB2 Centre est assez satisfaisant. Nous sommes heureux de voir aujourd'hui diffuser sur nos antennes les émissions que nous réalisons dans nos propres studios, réalisées par les agents de la RTB2 Centre et diffusées sur les antennes de la RTB2 Centre. Avec seulement une trentaine d'agents et des moyens limités pour des ambitions très étendues, tout un défi à relever. La chaîne couvre donc un rayon de 80 km à vol d'oiseau. À ce jour, nous avons pu mettre en route un certain nombre de programmes. C'est essentiellement des programmes de proximité. Bon, je vais faire allusion donc à des programmes tels que les contes, des émissions de sensibilisation, des émissions sur la santé, sur l'environnement. Bon, bref, voilà, c'est autant de programmes que nous avons pu mettre en route. 6 heures de programme. À ses débuts, l'objectif immédiat est de doubler ce volume pour répondre aux attentes des téléspectateurs. Aujourd'hui, on a pu faire fonctionner la chaîne avec 6 heures de programme par jour. Nous sommes dans la dynamique aujourd'hui de passer à 12 heures de programme et progressivement nous allons occuper tout le temps de la journée. Voilà, il y a une grille harmonisée qui a été élaborée pour l'ensemble des chaînes de télé du réseau RTB2 et nous pensons que d'ici à la fin de cette année, nous allons rester dans ce... Voilà, occuper quand même les 24 heures si nous avons l'accompagnement nécessaire. De plus en plus sollicitée, la section information et reportage multiplie les initiatives pour répondre aux attentes du public. On a un journal, une édition de 19h30 et de 22h05. Et la semaine aussi, on a un magazine en Djoula et en Fulfulde. La principale difficulté se trouve au niveau des magazines. Pour l'édition du magazine, on a une seule personne qui anime, qui tient l'émission et le magazine. Et en Fulfulde également. Donc, c'est un peu dur, un peu chose. J'ai envie de dire, le personnel est un peu réduit pour mettre en place effectivement toutes les émissions qu'on veut produire en tout cas. La RTB2 Centre, qui entend être à la pointe de l'information et surtout être au rendez-vous du numérique, place le renforcement des capacités du personnel au cœur de ses priorités. Ces premiers responsables qui reconnaissent que la hiérarchie est très sensible à cette préoccupation restent confiants quant à la réalisation de leurs ambitions. Comme perspective, c'est le renforcement des capacités du personnel, parce que le matériel que nous avons reçu, c'est du matériel numérique. Et le personnel mis à notre disposition n'est pas assez aguerri pour exploiter ce matériel. Donc il nous faut renforcer les capacités des agents. À côté de ça, il faut aussi voir la motivation du personnel. C'est un personnel qui est déjà motivé, mais il faut l'encourager à mener à bien les tâches quotidiennes que nous leur confions. L'œuvre humaine étant perfectible, surtout quand ce sont les premiers pas, personnel et responsable comptent sur la compréhension des téléspectateurs, leur raison d'être. Ils leur promettent de l'inédit et davantage de diversité dans les mois et années à venir, car ce ne sont pas les idées et la volonté qui manquent. La RTB Centre, la RTB2 Centre, un dossier de Maxime Zongo. Et puis la suite du journal, le pouvoir pour les populations et par les populations, le département de l'aménagement territorial et de la décentralisation met en œuvre le credo sur initiative du ministère. Des personnes issues de toutes les représentations impliquées dans la mise en œuvre du processus de la décentralisation se sont retrouvées à Koudougou dans le Boulkiemde pour une séance d'information sur le processus, les précisions de Jonas Wemba et Isaïe Parkouda. Présenter le plan d'action intérimaire 2014-2015 et les recommandations issues de la 4e session de la Conférence nationale de la décentralisation.
C'est tout le sens de la présente rencontre du Koudougou, ce jeudi 23 janvier, entre les premiers responsables du processus de décentralisation au Burkina Faso. À travers des exposés et des échanges, les participants ont fait le point des actions à mener dans le cadre de la planification des activités prévues dans le présent plan d'action. Il est bâti sur les axes du cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation, donc les 5 axes qui concernent la population sociale et politique du processus, le transfert des compétences et des ressources, le renforcement des capacités des acteurs, l'appui au développement local et le pilotage du processus. Le plan d'action intérimaire pour les 2 ans va coûter un peu plus de 99 milliards. Le plan d'action intérimaire 2014-2015 s'inscrit dans le cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation. Cet atelier devrait permettre aux différentes cellules ministérielles, à l'association des municipalités de Burkina Faso, à la société civile de s'approprier des documents présentés. Je voulais appeler l'ensemble des acteurs de la décentralisation à croire au processus et à s'y investir pleinement. Parce que c'est l'option politique du pays depuis 1991 pour son développement et l'ensemble des autres politiques se mènent à l'intérieur de ce processus de découpage du territoire. Ce n'est pas une affaire du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, c'est une politique du gouvernement et chaque acteur doit jouer sa partition. L'avant-projet d'action intérimaire a été validé le 15 novembre 2013 à la 4e session de la Conférence nationale de la décentralisation. Le Conseil des ministres du 8 janvier dernier a adopté le présent plan d'action. Des architectes mieux aguerris pour des réalisations qui tiennent. C'est sur la formation que l'Ordre des architectes du Burkina veut bâtir la renommée du corps. Une première séance de mise à niveau a concerné la mise à niveau des connaissances. Et cette séance a concerné une trentaine d'apprenants, Seydou Zon et Bouma Ernest Nibier. Permettre aux spécialistes du bâtiment d'utiliser de façon optimum le logiciel Revit 2014, c'est la raison de cette première session de perfectionnement initiée par l'Ordre des architectes du Burkina. Pendant 5 jours, ces 33 architectes et techniciens de bâtiments ont pu découvrir toutes les fonctions de ce logiciel. Cette remise d'attestation marque la fin de la formation. La formation porte d'abord sur tous les outils du logiciel, de la saisie d'un projet avec un logiciel d'architecture, avec les ordinateurs, et de monter un projet dans sa globalité pour pouvoir ensuite produire et monter un projet d'architecture. On était toute la semaine sur Revit Architecture, qui est un logiciel de la société Autodesk. On a vu aussi Artlantis, qui est un logiciel d'image de synthèse. Cette formation rentre dans le cadre du programme d'activité du Conseil de l'Ordre pour le mandat en cours. Alors il fallait donc pouvoir assurer un séminaire qui permettrait donc de renforcer les capacités des architectes. Selon les apprenants, cette session de formation vient à point nommé. La formation Revit, je dirais que ça m'a apporté beaucoup de choses parce que, en premier lieu, c'est un logiciel que je ne connaissais pas. Je ne l'ai jamais utilisé et qu'à partir de cette formation, j'ai vraiment découvert la différence qu'il y a entre ce logiciel et celui que j'avais l'habitude d'utiliser, qui est Archicad. Parce qu'il y a beaucoup de facilités que ce logiciel nous offre, comparé au logiciel que je connais déjà. La formation a été financée par FAFPA dans le cadre du programme d'appui à la politique sectorielle d'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Le programme prévoit le renforcement des capacités de 130 architectes, techniciens bâtiments et maçons dans la région du centre. Et que devient le projet Construire sans bois? La question au concepteur du projet lancé il y a 10 ans. Il s'agissait de former des maillons de la chaîne de construction à se passer du bois dans un souci de protection de l'environnement. Après la première décennie de mise en œuvre, c'est maintenant l'heure du bilan avec Kadi Sanogo. Il y a 10 ans, l'Union européenne a cofinancé 2 projets dénommés DW. Il s'agit de la formation à la construction sans bois qui permet de satisfaire la majorité des besoins en matière de construction à l'aide des ressources humaines et matérielles locales et l'appui aux femmes potières pour la filière céramique
afin de diversifier et développer leurs sources de revenus. L'objectif visé par cet atelier de capitalisation est de faire un bilan global de la mise en œuvre de ces deux projets et de partager avec l'ensemble des parties prenantes les acquis et les leçons apprises à travers l'expérience du projet de collaboration entre les acteurs non étatiques et autorités locales et du projet d'adaptation au changement climatique. Nous avons eu l'accompagnement, nous avons eu l'adhésion de la population, nous avons eu l'appui des plus hautes autorités, donc des régions, des provinces et des collectivités, donc, et aussi donc des bénéficiaires. L'Union européenne est satisfaite des deux projets qui s'achèvent. On doit dire que les résultats qui ont été prévus ont tous été atteints. En parlant avec les bénéficiaires, les autorités locales et la société civile, on a appris que tout le monde est fortement content avec ce que le projet a fait. En général, je dois dire que l'appropriation de ces deux projets par les bénéficiaires, par les autorités locales, a été vraiment impressionnante. Et quand on voit comment les maçons ont appris en 3 semaines seulement de faire cette construction, c'est vraiment impressionnant. Ces deux projets ont concerné 5 provinces, le Soum, le Lorum, le San Matenga, le Seno et l'Oudalan. Ils vont permettre d'améliorer les conditions de vie de ces populations. Vous l'aurez remarqué, c'est un appel à l'adaptation face à la donne des changements climatiques au risque de périr. Une trompette embouchée aussi par le département en charge des mines et de l'énergie. Le ministère vise la mise sur pied d'un plan national d'adaptation pour le secteur de l'énergie. Les précisions sur la rencontre préparatoire avec Karim Patrick Namouanou. Les changements climatiques au Burkina Faso, une triste réalité, le besoin croissant en énergie, une autre réalité. Alors, comment s'y adapter en améliorant ses conditions de vie? C'est la principale préoccupation de ces représentants de structures associatives, privées et publiques, dans les domaines de l'énergie. Au ministère des Mines et de l'Énergie, on a déjà des ébauches de réponses. Tout commence par les études, en tenant compte des caractéristiques telles que la température qui va varier, les vitesses des vents et autres facteurs. Et au niveau aussi de l'exploitation de nos équipements, et on en tiendra compte. Il faut forcément que les exploitants tiennent compte en fonction de l'environnement qu'ils vont vivre. Et par la suite, maintenant, l'élément qui est très important au niveau du comportement des consommateurs. Les consommateurs aussi doivent s'adapter. S'adapter au changement climatique en changeant de mode de vie, quitte à revisiter les méthodes ancestrales de construction des habitats. Quand vous partez au village, quand vous êtes dans une maison en paille, quand il fait chaud, vous rentrez, il fait frais. Donc ce sont des situations que nous devrions peut-être revoir et puis nous adapter en fonction des réalités. Cette réflexion est une option comme il en existe des centaines d'autres. Et les échanges de ce jour devront aboutir à un plan national d'adaptation climatique. Plus d'engagement en faveur de la protection de l'environnement, c'est l'un des vœux chers au département en charge de la question en ce début d'année, en cette année. Comme les autres ministères, celui de l'environnement et du développement durable aussi a sacrifié à la traditionnelle présentation de vœux, bilan et perspectives pour le nouvel an. Voilà pour le menu. Les précisions sont des Alissa Sanfo. 13 se referme pour le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Mais avant d'ouvrir celle de 2014, Salif Ouedraogo et ses collaborateurs ont fait une halte, le temps d'une cérémonie de présentation de vœux pour faire le bilan des activités menées et déterminer les grands axes pour l'année à venir. Ce ministère a travaillé à reverdir le Burkina Faso. Il a aussi œuvré entre autres pour une prise de conscience collective sur la nécessité de préserver l'environnement. Mon département a pu mener à bien les missions qui lui ont été confiées en 2013 et démarrer ou poursuivre des sentiers importants dans des domaines divers comme l'adaptation au changement climatique, l'inventaire forestier national, la gestion durable des terres, l'aménagement des espaces paysagers et de conservation, la promotion des produits forestiers non ligneux, la gestion de la faune et de son habitat. Ce département nourrit de grandes ambitions pour l'environnement
Et pour y arriver, il compte sur la prise d'un certain nombre de décisions par le gouvernement. Au titre des attentes pour 2014, on peut citer l'adoption de la loi sur le développement durable par l'Assemblée nationale, l'adoption par le gouvernement de la loi portant interdiction, l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi portant interdiction des sachets plastiques, ainsi que la mise en place d'unités de valorisation dans les grandes villes. Loin des bureaux, l'atmosphère est plus détendue et surtout empreinte de convivialité. De quoi esquisser des pas de danse. Une nouvelle église pour porter la bonne nouvelle. L'église à vocation évangélique vient de voir le jour. Elle est portée par le mouvement des jeunes serviteurs de Dieu. Le culte de lancement s'est fait à Ouagadougou. Le point de Yolande Lompo. Ce nouveau bébé qui vient de naître a pour nom Église évangélique Vie Abondante. Cette église est située au 3e étage de la résidence Alice. Son pasteur principal n'est pas un inconnu, car il avait été consacré il y a de cela quelques années par le pasteur Mamadou Karambiri et compte apporter sa pierre à l'instauration d'une véritable adoration entre l'homme et le Père à travers l'abondance spirituelle. Nous avions commencé il y a de cela 12 ans. Aujourd'hui, la vision a grandi et a évolué à l'implantation d'une nouvelle église. Et cela est une croissance normale de la vision, mais c'est aussi un appel de Dieu avant toute chose. Parce que nous avons écouté Dieu et nous avons simplement obéi en mettant en place cette église. Il a dit, je suis le bon berger et je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Donc c'est vraiment la vie de Dieu qui se manifeste abondamment en nous et nous voulons apporter cette vie-là à d'autres personnes au travers de cette nouvelle église. Gagner beaucoup d'âmes au nom d'Élohim, telle est la mission assignée à ce berger. Aussi, les trois parrains, tout en louant l'intégrité et l'attachement de l'homme à son créateur, lui ont prodigué des conseils. Le conseil que j'ai à donner à cette jeune église-là, c'est de servir dans l'intégrité. Dans l'intégrité et pour le meilleur devenir du pays. Nous pensons que ceux qui viendront ici recevront des leçons qui vont leur permettre d'être des bons citoyens en jouant le rôle de sel et de lumière pour leurs compatriotes. Outre la présentation de l'église, louanges et prédications étaient au menu de ce culte de lancement des activités de cette nouvelle église qui permettra certainement aux fidèles d'être des lumières pour leur génération, car, dit-on, la vie abondante est dans la révélation de la parole de Dieu et de la croix. L'Église catholique, elle, célèbre les familles chrétiennes pour la paix et la cohésion sociale au Faso et dans les familles. Les fidèles de l'Église catholique se sont mobilisés, réunis dans le nouveau sanctuaire de Bogdin à Zaktouli. C'est le nouveau cardinal Philippe Ouedraogo qui a conduit la célébration. Les précisions de Nathalie Nabaloum Savadogo. En voiture, à moto, à vélo ou à pied, ils sont des milliers de pèlerins à prendre la direction du sanctuaire Sainte Famille de Nazareth de Bogdin, situé dans le quartier Zaktouli sur l'axe Ouagabougou. Ils sont venus célébrer la fête des familles chrétiennes. Une célébration axée sur le mariage et les autres valeurs de la famille chrétienne. Alors l'Église et le pape, surtout le pape Jean-Paul II, demandent à tous les couples, à tous les mariés, à toutes les familles de prendre pour modèle, pour prototype, pour exemple, la Sainte Famille de Nazareth. Alors nous sommes venus magnifier le Seigneur, le remercier pour ses dons, prier pour les familles qui se portent bien. Nous avons prié pour les familles en difficulté, les familles naufragées, divorcées, séparées, beaucoup de souffrance, aussi bien pour les époux, les épouses que les enfants. Alors c'est tout cela que nous avons porté au Seigneur en demandant de nous renouveler, de renouveler les couples pour que ce soit toujours une communauté, que chaque famille constitue toujours une communauté de vie, une communauté d'amour. Le cardinal Philippe Ouedraogo a rappelé aux fidèles que le mariage et la famille constituent la base de toute société et la base de l'Église catholique. Il leur a aussi rappelé les principes du mariage chrétien. Un seul homme, une seule femme, un Adam et une Ève. À l'occasion, des bébés ont été baptisés et des couples ont fêté leur jubilé de mariage allant de 5 à 55 ans. Nous devons nous soumettre à nos maris pour la consolidation de nos foyers. Parce qu'en célébrant la fête de la Sainte Famille,
nous pensons beaucoup à nos familles. Et chaque famille doit vraiment faire l'effort d'aimer son prochain, son conjoint, comme Jésus-Christ lui-même l'a voulu. C'est notre 15e année de mariage. Donc c'est un parcours quand même pas les moindres. Donc au vu de ce passage, tous les obstacles qu'on a eu à traverser, c'est à cause de Dieu. Donc voilà pourquoi nous venons aussi aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu, lui dire merci et demander davantage de nous accompagner tout le temps qu'il nous reste à vivre ensemble. La responsabilité du sanctuaire a été confiée à la paroisse Saint-Pierre de Gouin. Et depuis que la responsabilité de la paroisse nous a été confiée, nous avons travaillé à acquérir ce terrain, un terrain de 8 hectares, et nous travaillons maintenant à faire de ce lieu un sanctuaire dédié à la Sainte Famille, où nous venons prier pour les familles, où les familles peuvent venir aussi prier pour elles-mêmes. Paix et cohésion sociale pour des familles unies par le Christ et par la nation, le cardinal Philippe Ouédraogo n'a eu de cesse de rappeler le message. Pour ce nouveau site au nom évocateur de Sainte Famille de Nazareth, l'homme de Dieu s'est montré riche de ses bénédictions pour les fidèles à qui il a promis un forage. Voilà donc qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes et surtout bonne reprise du travail pour demain. Bonsoir.